des drapeaux congolais et des banderoles pour protester contre l'insécurité. Ces affiches, sur lesquelles on peut lire « Béni saigne, mais le gouvernement nous regarde », sont brandies par des militants du mouvement citoyen de lutte pour le changement. Dans cette ville du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, plus d'une centaine de civils ont été tués en août dans des raids attribués aux rebelles ADF. Ce groupe armé, qui a prêté allégeance à l'État islamique, multiplie les attaques dans le secteur face à l'activisme du M23 qui avance dans la région. C'est comme si nous n'avions pas d'autorité. Nous sommes tués presque chaque jour, sans qu'elle ne s'en inquiète. Nous avons des militaires, mais l'ennemi attaque jour et nuit, sans aucune réaction des militaires. C'est pourquoi nous sommes présentement dans la rue pour dire au gouvernement congolais que les gens sont massivement tués. Objectif, interpeller le gouverneur militaire de la province. Mais alors que les manifestants se dirigent vers le gouvernorat, le cortège est interrompu par la police. Nous ne pouvons pas nous arrêter ici. Notre destination, c'est le gouvernorat où nous devons lire et déposer notre mémorandum. La police nous empêche de poursuivre notre chemin. Ils disent que nous n'avons pas le droit de manifester ou de dénoncer les tueries qui se passent chez nous. Certains militants sont frappés, contraints de s'asseoir par terre, leurs banderoles déchirées. Les forces de l'ordre tirent à balles réelles, lancent des grenades lacrymogènes. La police nous a brutalisés, malheureusement. Les uns ont été blessés et d'autres même arrêtés et torturés. Et on ne sait pas s'ils sont comment maintenant même au cachot. Parce que la force qui est venue comme si nous sommes des rebelles. Malheureusement, non. On est pacifique avec nos papiers, avec nos messages de non-violence. Selon les organisateurs, 19 manifestants ont été arrêtés et déférés jusqu'à l'état-major de la police nationale. Le réquisitoire est tombé ce vendredi soir. Devant les juges de la haute cour militaire de Kinshasa, le représentant du ministère public a été formel. Il demande la peine de mort pour Joseph Kabila, pour crime de guerre, trahison et organisation d'un mouvement insurrectionnel. 20 ans de prison pour apologie de crimes de guerre et 15 ans pour complot. Les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, dévastées par 30 ans de conflit, se sont constituées partie civile dans ce procès, réclamant plusieurs milliers de dollars de dommages et intérêts à l'ancien président. La République souffre. Ce préjudice dont nous cherchons la réparation à hauteur de 24 milliards ne donne pas satisfaction à la République, mais la satisfaction psychologique. Joseph Kabila a été jugé en son absence pour complicité avec la rébellion M23 AFC soutenue par le Rwanda. À 2000 km de là, à Bukavu, l'opinion est plutôt en faveur de l'ex-président. La ville, située dans le Sud Kivu, est aux mains du M23 depuis mi-février. Et pour ses habitants, l'heure devrait plutôt être à la réconciliation. Ce sont des choses qui ne se comprennent pas. Est-ce qu'en condamnant Kabila, il y aura maintenant la paix? Qu'ils arrêtent avec ces condamnations contre Kabila. D'autres redoutent que ce réquisitoire ne freine les pourparlers de paix, toujours en cours. Le gouvernement congolais est en pourparlers avec le mouvement FC23 à Doha, mais au même moment, Kinshasa veut condamner les chefs de ces mouvements rebelles. Ça, c'est vouloir une chose et secondaire à la fois. Et c'est là que nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce que réellement Kinshasa veut la paix et Kinshasa a pitié de la population de l'Est que nous sommes? Les juges de la haute cour militaire ont promis de rendre leur verdict dans les prochaines semaines. Après 2 heures d'audience, Akerimuna avait encore le sourire, malgré un verdict en sa défaveur. Au sorti de la salle, l'ancien bâtonnier a estimé que le verdict importait moins que le fait d'attirer l'attention sur cette situation. Vous étiez là, dans la salle. Il y avait assis le directeur du cabinet civil. Le directeur du cabinet civil qui est proche du président. Qu'est-ce qu'il était mandant? C'était plus simple de se lever et dire que mais de quoi parle-t-il? Je le vois, je t'avais dit ce matin, je t'avais dit hier soir.
on a fait ci, on a fait ça ensemble. Il n'a rien dit. Et il faut que les Camerounais le sachent. Le président Biya n'est pas là. Il ne nous gouverne pas. Pour appuyer sa requête, Akerimuna et son conseil ont présenté une vingtaine de pièces au Conseil constitutionnel. Des éléments insuffisants pour étayer ces accusations, selon Maître Gabriel Eyango, avocat du RDPC, le parti de Paul Biya. C'est tout naturellement que le Conseil a rejeté son recours. Et en plus, M. Akerimuna a produit une kyrielle de pièces, des copies de journaux, des copies de Jeune Afrique en particulier, qui n'avaient rien à voir avec tout ce qui avait trait à l'application de l'article 118 alinéa 1 du Code électoral. Et donc, c'est à bon droit que le Conseil a rejeté son recours et le RDPC est satisfait de la décision du Conseil constitutionnel. C'est la première fois que le Conseil constitutionnel se prononce sur l'éligibilité du président Paul Biya au pouvoir depuis 43 ans. Âgé de 92 ans, Paul Biya sera candidat pour un 8e mandat lors de la prochaine élection présidentielle. Et jeudi, le ministère sénégalais des Affaires étrangères parle, je cite, d'une grave atteinte à l'indépendance de la justice. Dakar demande aux autorités américaines de lever immédiatement les sanctions visant 4 magistrats de la Cour pénale internationale, dont le juge sénégalais Mame Mandiaye Niang, procureur adjoint de l'institution depuis 2021. Pour le gouvernement sénégalais, la mesure va au-delà des cas individuels. Elle remet en cause le rôle même de la CPI. Pour rappel, cette cour a été créée en 2002 par le statut de Rome pour juger les crimes internationaux les plus graves. Les États-Unis ont signé le traité mais ne l'ont jamais ratifié et ne reconnaissent donc pas cette juridiction. En juin, Washington avait déjà ciblé 4 autres magistrats de la Cour. Les autorités américaines reprochent à la CPI ses actions illégitimes contre des citoyens américains et israéliens. Ces sanctions concernent notamment le mandat d'arrêt délivré contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ainsi que les enquêtes ouvertes sur des crimes de guerre présumés commis par des soldats américains en Afghanistan. La position du Sénégal rejoint celle de l'Afrique du Sud qui avait dénoncé en juin un affront à la justice internationale. Tout a commencé par une vidéo diffusée en début de semaine dans laquelle le coordinateur politique du groupe rebelle Les 3 R, l'un des groupes armés les plus importants du pays, accuse les mercenaires de Wagner d'avoir attaqué plusieurs de leurs positions et d'avoir procédé à des désarmements forcés, ce seulement une semaine après la signature de l'accord de paix de N'Djamena. Toujours selon Les 3 R, au moins un membre de leur groupe serait mort dans ces opérations. Pendant une conférence de presse pour faire le bilan des opérations de désarmement, le ministre d'État en charge du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion DDR a expliqué que ces interventions avaient été menées dans le cadre d'opérations militaires qui n'étaient en aucun cas liées au DDR. Il relève donc au ministre de la Défense de pouvoir leur rappeler les limites de leurs actions d'intervention et qu'ils doivent se cantonné aux opérations militaires. Les opérations du DDR sont des opérations pacifiques et nous tenons à ce que cela se poursuive vraiment de cette manière. En réponse à ces incidents, les 3 R avaient un temps décidé d'arrêter le désarmement de leurs hommes, mais après discussion avec les autorités, le groupe aurait accepté de reprendre le processus de désarmement. Depuis juillet, 416 rebelles ont été désarmés, dont 131 des 3 R. Les opérations devraient continuer dans plusieurs localités, comme celle de Kétessido, dans les semaines à venir. À Mbabane, capitale de l'Eswatini, une bataille judiciaire inédite s'engage. Des avocats et militants des droits humains attaquent leur propre gouvernement pour une décision prise selon eux en catémini. Au cœur du litige, un accord passé avec l'administration Trump. En juillet, 5 étrangers condamnés aux États-Unis ont été expulsés, non pas vers leur pays d'origine, mais vers cette petite monarchie d'Afrique australe. Nous voulons que l'exécutif rende des comptes. Nous exigeons de la transparence dans les affaires d'importance nationale, mais aussi le respect des droits des Emaswati et de toute personne présente en Eswatini. Peu importe quelle est, les droits de chacun doivent être respectés selon la Constitution. L'avocat Mzwandile Mazuku dénonce un accord anticonstitutionnel, ni validé par le Parlement, ni rendu public. Ils doivent être renvoyés dans leurs pays respectifs pour y purger leur peine au lieu d'être expulsés d'Europe vers l'Afrique de cette manière. Il y a trop de violations.
Une inquiétude partagée. Dans un pays dont les prisons sont déjà surpeuplées, les ONG redoutent des détentions illégales et indignes. Même si vous êtes prisonnier, vous avez des droits. On sait quelle est la capacité des prisons en Eswatini. Elle est déjà dépassée. Cela veut dire qu'eux aussi seront entassés là-bas. L'audience a été reportée au 25 septembre prochain. En attendant, le sort des 5 hommes reste un mystère, derrière les murs d'une prison et d'un accord opaque. En juillet, le Sud-Soudan a confirmé avoir accueilli 8 détenus. Début août, c'était au tour de l'Ouganda de conclure un accord avec les États-Unis. En 2024 déjà, le Rwanda avait signé un accord pour accueillir des migrants expulsés du Royaume-Uni. Un nouveau modèle d'expulsion critiqué par les ONG de défense des droits humains. Les murs sont imprégnés d'eau, le sol toujours recouvert de boue. Les vêtements sèchent encore sur les toits. 10 jours après le passage de la tempête Erin sur l'île de San Vicente au nord de l'archipel du Cap-Vert, les stigmates sont encore bien visibles. L'eau est venue de l'arrière vers l'avant. Elle a traversé cette pièce et s'est dirigée vers la cuisine. C'est là que se trouve ma cuisine. Ici, il y avait mon lit et celui de mon mari. Là, ceux de mes enfants. Cet autre habitant de l'île, lui aussi, a tout perdu. L'eau était plus forte que moi et je n'ai rien pu faire. Le réfrigérateur est tombé par terre avec la nourriture. Le matelas n'est plus utilisable car il est plein d'eau. Nous n'avons nulle part où dormir, alors nous avons mis du plastique sur le matelas pour voir si nous pouvions nous reposer. Ce jour-là, en seulement 5 heures, il est tombé près de 200 mm de pluie sur l'île, l'équivalent de plus d'1 an et demi de précipitations. Un épisode exceptionnel, aggravé par l'absence de radar météorologique, qui aurait permis d'anticiper son ampleur. Selon les dernières estimations, au moins 10 personnes sont mortes et 1500 ont été déplacées. Maria Lima, elle, a dû sauter par la fenêtre avec ses enfants pour fuir l'eau qui montait dans sa maison. Nous n'avons pas pu sauver nos biens, mais nous avons réussi à sauver ma vie et celle de mes enfants. Maintenant, nous allons voir comment nous allons faire pour vivre. J'espère que notre vie va s'améliorer, surtout la mienne et celle de mes enfants, car nous sommes désorientés, sans conditions de vie, sans rien. Mais ce phénomène était redouté. Il y a quelques mois, en décembre dernier, un rapport de la Banque mondiale alertait. Avec le réchauffement climatique, le Cap-Vert va devenir de plus en plus vulnérable aux inondations, aux sécheresses et à l'élévation de la mer. Une situation critique pour ce pays très dépendant du tourisme. Le secteur représente 1/4 de son PIB.